Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Je vais traverser le village pour rejoindre le bateau qui m'attend. Et on va voir ce que va nous réserver la nature. On va partir plusieurs heures en mer à la découverte de la faune marine. On est à l'entrée du canal du Mozambique, donc c'est une zone qui est très très riche en espèces, en mégafaune marine, que ce soit dauphins, tortues, requins, baleines, il y a tout ici. Et en ce moment, c'est la saison du requin-baleine, donc tout le monde attend de le voir parce que voilà, c'est un peu le seigneur des lieux. Je ne sais pas si j'aurai la chance de le voir, mais quoi qu'il en soit, le paysage est tellement grandiose ici que ça peut être qu'un plaisir de naviguer sur ces eaux. Souvent, on a une mer d'huile, donc on ne peut pas rêver mieux. Voilà, et on verra ce que la nature nous offre comme rencontre. Mais je ne suis pas trop inquiète. Voilà. Alors, viens. Dès que tu as le pied. Départ du bateau. Allez, c'est parti, on y va. On embarque. Ah ouais? Ouais, il y a un poisson qui a sauté. Un genre de thon, hein. Ouais. On est en train de traverser une nappe de phytoplancton. On voit, ça fait une nappe de poussière à la surface. Ça dégage une odeur pas très agréable, comme de l'herbe pourrie. Ça, c'est la base de la chaîne alimentaire. Et on voit les sternes là, qui sont en train de chasser, un petit groupe de sternes, donc c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire qu'il y a de la nourriture en dessous et potentiellement un requin-baleine. Comme vous voyez, il y a une chasse. Devant nous, là, il y a une chasse. On voit les bonites qui sautent. Il y a les petites sternes. Ah oui, là-bas. Devant, là. Ouais. Donc on va se rapprocher. Enfin, on va bien regarder si on voit pas un requin-baleine, parce que du coup, on va voir. Ça saute bien. Ouais. Ah là, regardez. Oh non. Oui. Wow, On voit son aileron. Ah, attends. Juste à droite, là. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Il est gros, hein. Ouais. Ah, c'est On chouette. peut pas y aller là, non. Ben, là, il y a un peu trop de bateaux. Ah, c'est magnifique. On va voir. Mais On attend un peu. il a l'air de... de toute façon, la chasse est en train de partir. Et puis, il est en train de partir. Mais on va voir plus tard si on le retrouve. Ah, c'est bien déjà. Ben oui.
Émilie est une éthologue. Elle a un goût prononcé pour l'étude du comportement animal. Et pas n'importe lequel. Le requin-baleine est parmi ses préférences, tout comme les tortues marines et autres raies manta. Son parcours de scientifique lui paraît insuffisant pour agir en faveur de la protection des espèces. Alors, elle se transforme parfois en guide naturaliste pour faire de l'éducation écotouristique à Madagascar, de l'action pour être utile à la préservation. Waouh! Je sors de mon bungalow et j'ouvre la porte devant ce paysage. Je suis sur la plage, donc je ne peux pas être plus près de la mer. Même si ce matin elle est loin, c'est marée basse. Mais c'est magnifique, un dégradé de bleu jusqu'à la ligne d'horizon où se trouve la grande terre de Madagascar. Magnifique. Là, je suis pas sur l'île principale de Madagascar, je suis sur une petite île, l'île aux tortues. Et c'est une petite baie qui est bordée par une colline avec une végétation luxuriante parce qu'en fait, elle ne souffre pas de la déforestation, au contraire du reste du territoire, puisqu'en fait, c'est une colline sacrée, personne n'a le droit d'y pénétrer. Donc elle est très belle. Et donc au pied de cette colline se trouve l'herbier où s'alimentent les tortues vertes. Voilà, donc je ne pouvais pas rêver d'un meilleur emplacement pour passer la nuit. C'est vraiment magnifique, d'autant plus que la plage est boisée également. Il y a des cocotiers, des flamboyants qui sont en fleurs en ce moment en plus. Il y a un magnifique tamarin en face de moi. Et puis des petits arbustes d'hibiscus, de bougainvilliers. Donc il y a plein d'oiseaux. Enfin voilà, c'est vraiment un cadre plutôt sympa. Et voilà, un environnement très paisible, très calme. Il n'y a pas de voiture sur cette île, il y a seulement 3 villages. Donc voilà, très calme. Et puis devant moi, la mer qui décline tous ces camailleux de bleu d'une eau translucide. Ça va du turquoise au bleu foncé. Et puis au fond, sur la ligne d'horizon, on voit la ligne de la grande terre de Madagascar qui se dessine avec ses reliefs. C'est vraiment très beau, très très beau. J'ai grandi à Annecy, en fait je suis née là-bas et on vivait en périphérie du centre-ville. Une enfance bercée par la télévision, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai. Et je regardais beaucoup d'émissions qui parlaient des espèces menacées, je passais beaucoup de temps... Ça fait un peu pitié, mais en 30 millions d'amis, tous ces trucs-là, qui parlaient soit des animaux domestiques, soit des animaux sauvages, avec les émissions du commandant Cousteau. Mais il y en avait plein d'autres à l'époque, et on parlait beaucoup de la disparition des espèces. On m'avait offert un livre, en fait, sur la faune de montagne de France. Et à la fin, il y avait la biographie des gens. Et c'était tous des chercheurs sur le sanglier, sur le lynx, sur les galliformes. Et j'étais allée voir la conseillère d'orientation en lui disant voilà, moi, je veux être comme eux. À tel point qu'au lycée, on se moquait un peu de moi en m'appelant Miss Nature. Je n'avais pas de camarades qui étaient intéressés par ça. En fait, mon amour des animaux que j'ai toujours eu, plus ces alertes à la télévision, ça m'a donné envie de travailler là-dedans. Et donc après, j'ai enchaîné sur des études universitaires en biologie, puisque je savais que je voulais faire ça.
Et avec les 2 premières années de DUG très théoriques. Et vu que mon envie de concrétiser tout ça par du terrain était très grande, j'ai décroché donc un stage au sein du parc national de la Vanoise, où là j'allais tous les jours sur le terrain. Je savais qu'il y avait un pont du gypaète barbu. Et mon rêve, pendant cette phase de terrain, ces 3 semaines de terrain dans la Vanoise, c'était d'apercevoir cet oiseau emblématique. Tous les soirs, je rentrais à la maison et ma mère me disait « Alors ?» Je disais « Non ». Et le dernier jour de mon stage, on descendait d'un refuge de montagne et la personne qui m'accompagnait me dit « Émilie, tu voulais voir le gypaète ?» Je dis « Bah oui ». Il me dit « Bah retourne-toi ». Et en fait, il venait de décoller, il était juste derrière nous, très bas. Donc on voyait bien ses 2,80 m d'envergure. Et il est passé au-dessus de moi, complètement silencieux. C'était un oiseau qui plane, quoi. Et ça a été très, très impressionnant, le côté inattendu de la rencontre. En plus, c'était le dernier jour de mon stage, donc j'y croyais plus trop. Et le fait qu'il me passe au-dessus comme ça, très près, de façon silencieuse et en même temps furtive, c'était vraiment très marquant. Le choix de l'éthologie, il s'est un peu imposé à moi parce que je suis de nature assez contemplative. Et donc l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal, ou humain d'ailleurs. Ce qui m'intéresse dans l'éthologie, c'est que c'est une approche à distance en fait, des animaux, qui nécessite de les comprendre sans interférer avec eux pour ne pas modifier leur comportement. Et là, c'est vraiment voir l'animal dans son ensemble, c'est-à-dire avec ses congénères, dans son milieu naturel. Après mes longues années d'études, j'ai eu la chance de décrocher un premier travail salarié sur le grand tétras. Donc du terrain, enfin, la possibilité d'observer un oiseau magnifique, fortement menacé de disparition, partout en France. Et donc je me sentais utile à sa préservation. C'était très important pour moi. Donc j'étais comblée au niveau des objectifs et du contenu. Donc j'ai eu la chance de participer à des comptages. C'est sur des places de champs pendant la période de la parade nuptiale. On montait en montagne la veille au soir, avec nos tentes, tout pour camper sur place, avec les collègues. Et on se dispersait sur la place de champ. Donc on n'était pas visibles les uns des autres, on était chacun dans notre tente tout seul. Et on fermait tout avant le coucher du soleil, puisque le grand tétras vient se percher et dort dans son arbre pour être prêt le lendemain matin pour chanter. Et il fait ça avant les premières lueurs du soleil. C'est le premier oiseau qui va chanter. Donc on se réveillait très tôt, dans les 4h, 5h du matin, pour se mettre à l'affût, en fait. Tout simplement, se mettre sans bouger, la tête en dehors de la tente, pour écouter, essayer de percevoir le chant du grand tétras. Le tout se passe dans une ambiance très intimiste, je trouve, puisqu'on est dans des forêts d'altitude très belles, anciennes, avec des pins à crochets, et au réveil, il y a de la brume, il y a toute une ambiance qui se met en place, et on se sent vraiment faisant partie de tout ça, puisqu'on se réveille en même temps que la nature. Et quand on a de la chance, on tombe sur une place fréquentée par les coqs, et là on peut entendre le premier chant de cet oiseau. Le chant du grand tétras, c'est un chant très spécial. C'est un son qui vient de la gorge, un peu métallique. Il y a plusieurs composantes à ce chant. Mais quand on a la chance de le voir en même temps, pendant qu'il chante, c'est très démonstratif. Il fait des sauts, il bat des ailes. Il se donne à fond pour attirer les femelles. Et c'est vraiment impressionnant. Et dans ce contexte-là, dans ce cadre et cette ambiance, c'est magique. C'est des moments où on se sent vraiment privilégié.
En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Après 8 années passées sur le Grand Tétras et cette cause qui me tenait vraiment à cœur, j'ai été prise d'une petite lassitude tout de même et j'ai eu le besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passait sur d'autres espèces menacées. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Guyane pour participer au suivi de la tortue luth, grandement menacée partout dans le monde en fait. Il y a une plage donc qui était une des plus grosses plages de ponte de la tortue luth en Atlantique. Et j'ai participé donc à ce suivi où toutes les nuits on allait prospecter les plages pour essayer de recenser la population de femelles qui venaient pondre. En gros, on allait sur une plage déserte en pirogue avec tout le matériel pour 10 jours de suivi sans rentrer au village. On était sous un espèce d'abri, en gros c'est 4 poteaux avec une bâche et on dormait dans des hamacs. Et on suivait l'heure des marées, puisque les tortues se calent sur l'heure des marées pour venir pondre. Et on prospectait la plage pendant bien 4 heures chaque nuit pour comptabiliser l'ensemble des tortues. On était en immersion totale dans leur milieu naturel. C'était une expérience très forte qui m'a beaucoup marquée. Déjà la rencontre avec l'animal, parce que c'est quand même un animal assez extraordinaire. Il est assez fascinant, le fait qu'il sorte de l'océan la nuit comme ça. Elle est énorme cette tortue. Elle a vraiment un air préhistorique et elle vient faire ce qu'elle a à faire, pondre. Il lui faut à peu près 2 heures et puis hop, elle repart dans l'océan. C'est une grande migratrice, elle part dans tout l'océan Atlantique. Elle est très mystérieuse encore. On sait qu'elle plonge très profond, mais même nos meilleurs appareils de mesure n'arrivent pas à la suivre partout où elle va. Donc il reste une grosse part de mystère sur cet animal. J'ai beaucoup aimé cette mission parce que j'étais en immersion totale dans le milieu naturel de ces animaux-là. Et le fait de faire toute la saison de ponte, qui a duré 2-3 mois, on voit vraiment les effectifs qui augmentent au fur et à mesure de la saison. On arrive dans le pic de ponte et là, c'est plus une rencontre individuelle avec une tortue, c'est des centaines de tortues, jusqu'à une centaine de tortues qui venaient dans la nuit. On se retrouve sur une plage qui ressemble à un champ de mine en fait. Elles sont à touche-touche. Elle déterre les nids des autres. Enfin, c'est impressionnant. Le matin, la plage, elle ressemble vraiment à un champ de mine. Et avec le recul, je sais pas si j'ai été si utile que ça, puisqu'en fait, l'alerte qui a été donnée à la vue des résultats qui montraient une baisse des effectifs n'a pas été suivi de faits suffisants au niveau des actions menées pour enrayer le déclin, puisqu'aujourd'hui il reste plus que 5% des effectifs et cette espèce-là, elle était suivie depuis des dizaines d'années. On savait que les effectifs se cassaient la figure et les actions pour
lutter contre la pêche illégale, parce que c'est le principal problème pour cet animal, n'ont pas été suffisants. Et aujourd'hui, ça mène au résultat que une des richesses de la Guyane est perdue. Peut-être à jamais. À ce moment-là, je me suis dit que la recherche était nécessaire, mais qu'elle n'était pas suffisante, puisqu'en fait, si les résultats ne sont pas diffusés, s'il n'y a pas d'application et de mesures, de décisions politiques fortes qui sont prises, le suivi des espèces ne sert à rien, à part à constater des choses assez tristes. Voilà, cette expérience m'a marquée, et notamment avec le recul, puisque je sais qu'aujourd'hui, cette expérience-là, même si je voulais, je ne pourrais pas la revivre, puisque cette population de tortues a disparu. En Guyane, j'ai également eu la chance d'être confrontée à un méga prédateur qui est le jaguar. On était sur un autre camp isolé. On n'était que 3 personnes sur ce camp-là. Et c'était une toute petite plage bordée de marécages dans lesquels on savait qu'il y avait une famille de jaguars qui habitait, qui vivait. Et ils venaient justement à la période de reproduction des tortues pour se nourrir. Là, c'était des tortues olivards, donc beaucoup plus petites. Le jaguar, c'est le félin un peu emblématique de la forêt tropicale. C'est le plus gros prédateur de la forêt. Il a une mâchoire surpuissante qui lui permet de se nourrir de tortues marines, puisqu'il arrive à défoncer la carapace avec ses crocs. Donc très impressionnant. Il n'y a jamais eu d'attaque envers l'homme de référencé, mais ça donne quand même un petit sentiment d'humilité. On se retrouve vraiment là dans son habitat. On est coincé entre la mer et le marécage, donc on se sent vraiment tout petit. Mais c'est ça qu'on recherche en fait sur le terrain. Donc le soir, je me souviens d'une fois donc, où on fait le suivi nocturne. On suit jusqu'à la dernière tortue qui est en train de pondre et on va se coucher. Et le lendemain matin, en fait, on faisait un comptage de traces pour être sûr de ne rien avoir manqué. Donc on fait notre comptage traces et on retombe sur cette dernière tortue qu'on avait vue, qui était en train de creuser, donc qui n'avait pas encore pondu ses œufs. Et là, en trouvant sa trace, on voit pas de trace retour à la mer. Donc c'est étonnant, normalement il y a l'aller-retour. Donc on cherche un peu et on finit par découvrir son cadavre dans le marécage juste derrière, accompagné de traces de jaguar. Alors, grosse surprise quand même si on savait qu'il y avait cette espèce. Mais le fait de constater un acte de prédation qui a eu lieu juste après notre passage, puisqu'il n'y avait pas d'œuf dans le trou, ça veut dire que lui, il a attendu qu'on finisse notre patrouille pour aller se servir. Et en fait, on l'a pas vu, mais lui nous a bien vu par contre. Donc c'est assez marrant de constater ça. En fait, ça montre vraiment qu'on n'est pas dans notre milieu, on n'est pas en capacité de détecter un animal qui était certainement vraiment pas loin et qui lui nous voyait très bien dans la nuit. On est nuls quoi. On est là avec toute notre technologie, mais en fait on passe à côté de tellement de choses. Et donc, pressé par le temps, j'ai juste eu le temps de prendre une photo de ces empreintes-là et d'emporter avec moi le rêve de cette rencontre qui n'a eu lieu que dans un sens au final. J'avais donc envie de revivre cette expérience-là dans un autre endroit. Et avec des gens pour leur transmettre tout ça, les emmener à la rencontre des animaux marins. Donc je me suis démenée pour trouver un poste là-dedans parce que j'étais persuadée que ça me plairait et ça s'est fait. Quand je veux quelque chose, en général, je suis assez têtue, donc je finis par arriver à ce qui me plaît et les gens sentent que je suis animée et donc voilà, j'ai été embauchée par un prestataire à Madagascar pour être guide. Sur donc, des petits bateaux avec des petits groupes, maximum 12 clients à la journée. Alors attention, parce que le tourisme nature, ça peut être vraiment quelque chose d'horrible en fait, quand c'est mal fait, que les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train d'observer, qui viennent en masse, qui passent 1 heure,
c'est catastrophique, c'est de la consommation de nature, d'animaux sauvages qui sont comme donnés en pâture à des gens qui comprennent même pas ce qu'ils voient. Enfin, c'est vraiment un tourisme de consommation qui n'a d'autre but que d'enrichir et de satisfaire rapidement. Il faut des garanties de voir tel animal à tel endroit en le minimum de temps et le minimum d'argent. Une sortie éthique à la rencontre des requins-baleines, ça nécessite du temps. Ça veut dire qu'il faut déjà prendre une journée. Voilà, on va pas le faire en 1 heure, on prend la journée déjà, pour maximiser les chances de rencontre. Donc on part le matin, mes clients sont tous là, 12 maximum, équipés, palme, masque, tuba, et avec le sourire. Il faut qu'ils réalisent en fait la chance qu'ils ont déjà de partir en mer. Ils sont à Madagascar, c'est pas offert à tout le monde. Il faut qu'ils soient dans cet état d'esprit pour moi déjà. Qu'ils se rendent compte qu'ils ont 2 professionnels à bord, un marin malgache, une guide naturaliste, entièrement là pour maximiser les chances de rencontre et leur permettre de rencontrer cet animal dans des conditions optimales pour eux et pour l'animal. On embarque sur un petit bateau à moteur et qui est fait pour faciliter les mises à l'eau. Le fond est plat, donc on peut se glisser vraiment dans l'eau sans trop d'éclaboussures pour ne pas effrayer l'animal. C'est très important, il y a vraiment plein de critères qui sont mis en place, de consignes qu'on donne avant le départ en mer pour que l'observation se fasse dans les meilleures conditions pour l'animal, afin qu'il ne soit pas dérangé, et pour les gens, pour qu'ils fassent une observation qui soit la plus belle possible. On sort de la zone de mouillage du bateau et on se retrouve directement dans une baie qui est assez grande mais qui est très abritée. Donc condition idéale pour ne pas avoir le mal de mer, c'est quand même pas mal. Et ensuite on se déplace au gré des rencontres. Donc on a des indices qui nous aident à trouver les requins-baleines. C'est les activités de chasse. Alors une activité de chasse en fait c'est quand on voit qu'il y a un comportement d'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a de la nourriture, les oiseaux marins sont attirés par des bancs de poissons et vont faire des piquets pour attraper ces poissons-là. Et quand il y a une activité comme ça, on sait que sous l'eau, c'est plein de vie, du plancton jusqu'aux bonites qui sont des petits thons. Et il y a de fortes chances du coup de trouver un requin-baleine au milieu de tout ça. Et si on détecte un aileron, bah là, c'est bingo. On a de la chance, il y a un requin-baleine. Et à ce moment-là, on positionne le bateau de telle sorte à ce qu'on puisse aller à l'eau sans déranger et observer le requin dans les meilleures conditions, sans interrompre son activité. C'est le marin et moi-même qui donnons le top départ pour aller dans l'eau. C'est nous qui déterminons si c'est possible ou pas déjà. Et une fois qu'on décide de se mettre à l'eau pour aller à la rencontre du requin-baleine, interdiction de le toucher. Il y a une distance aussi à respecter. On ne s'approche pas du requin-baleine, on ne lui barre pas la route, on lui laisse suffisamment d'espace pour qu'il puisse changer de direction s'il en a envie. Des choses qui paraissent un peu évidentes, mais qui, une fois dans l'eau avec l'émotion, l'appareil photo, voilà, on a tendance à oublier, à vouloir être plus près et à capturer ce moment-là. Et donc c'est mon rôle de faire en sorte que les gens gardent en tête qu'ils sont face à un être vivant qui est en train d'avoir une activité importante pour lui
Et là, en l'occurrence, c'est souvent, il est en train de se nourrir. Alors, passer le moment de la mise à l'eau en elle-même, où on est au milieu des bulles et on voit plus rien, et on sait pas à quelle distance est l'animal, quand tout ça se dissipe et qu'on le voit approcher, c'est quand même saisissant. Moi, à chaque fois, ça me procure une émotion forte de voir cet animal énorme qui approche. Souvent, il arrive, il est en face de nous, donc il faut s'écarter de son chemin pour le laisser passer. Et il est tout absorbé à son activité, donc il nous détecte pas forcément. Enfin, on sait pas trop, c'est assez compliqué. C'est un poisson, il a des yeux tout petits. Là, c'est des juvéniles. Ils ne font que 6 mètres. Et en fait, ils peuvent devenir très grands. C'est pour ça qu'ils s'appellent requins-baleines. Ils peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres. Mais les individus adultes sont très rarement observés. On ne sait pas trop où ils vivent, certainement très profond. Le requin-baleine est une espèce qui reste très mystérieuse. On sait très peu de choses sur lui. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui me fascine. C'est le plus gros poisson du monde. Il vit au large. C'est un poisson qu'on appelle pélagique du coup. Et dans les zones tropicales. Il se nourrit de particules toutes petites. Il se nourrit de plancton. Donc c'est assez drôle d'imaginer la différence de taille entre ses proies et lui-même. Et donc il filtre l'eau pour absorber ses petites proies. Il peut filtrer jusqu'à 6000 litres d'eau par heure, ce qui peut lui procurer jusqu'à 1 tonne de plancton en fait par jour. Et s'il tombe sur un endroit où il y a beaucoup de nourriture, au lieu de continuer à se déplacer, il va s'arrêter. Et là, ça donne lieu à de très belles observations que j'ai eu la chance de réaliser à Madagascar notamment. Donc il se met à la verticale en fait, et il a la bouche qui apparaît à la surface, et il pompe l'eau en continu pour absorber la plus grosse quantité de nourriture. Donc c'est très beau parce qu'en fait à ce moment-là, il tourne sur lui-même, et donc nous, sans bouger, en restant à une distance respectueuse, on va voir tout son corps sous nos yeux. Lors de ces mises à l'eau, il faut bien se rendre compte qu'on est au milieu du Grand Bleu. On voit pas le fond. On est vraiment immergé dans ce milieu-là qui est pas le nôtre, avec un animal énorme à nos côtés. Et passer peut-être le premier moment de saisissement ou d'effroi pour certains, moi je ressens vraiment un sentiment de liberté. On est dans le milieu aquatique qui nous porte. Je suis tout à mon observation, je suis complètement absorbée, et il y a un espèce d'effet de méditation, je sais pas. En tout cas, il n'y a plus rien qui existe autour. C'est très poétique comme observation parce qu'en fait, donc, c'est un requin qui est bleu. Il est bleuté avec des points blancs. En malgache, il s'appelle Marokintana, ça veut dire multitude d'étoiles, voie lactée. Et il porte très bien son nom parce qu'en fait, quand il commence à s'enfoncer dans les profondeurs de la mer, eh ben, on voit plus que ces points blancs qui scintillent, et c'est magnifique. Et il disparaît alors qu'il n'est pas très profond en dessous de nous. Il peut être, je sais pas, à 6 mètres de profondeur par exemple en dessous, mais il disparaît alors qu'il fait 6 mètres. C'est un peu inquiétant aussi, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on ne voit pas? Et puis parfois il réapparaît, et de la même façon on commence à distinguer ces points blancs qui scintillent, et hop, l'animal réapparaît. C'est génial de vivre ça. Je me sens détendue, faisant partie de l'univers. Mais c'est ça, j'ai l'impression d'être un animal parmi d'autres. Et vu qu'il n'y a pas de dérangement, qu'il n'y a pas de réaction du requin-baleine par rapport à moi,
je me sens à ma place, en fait, comme si j'étais un poisson pilote. Et c'est super agréable de voir Ouais, en fait, c'est un autre monde. C'est l'accès à un autre monde, qui n'est pas le nôtre, mais auquel, si on est discret, si on est humble, on peut y avoir accès. Il est dans son élément, libre de ses mouvements. Et s'il décide de rester une demi-heure à tourner autour du bateau, des fois il passe en dessous du bateau. C'est assez impressionnant parce que là on se rend encore mieux compte de leur taille quand nous on est sur le bateau et lui en dessous. Mais ça c'est vraiment chouette de voir un animal qui est pas contraint, qui fait sa vie et on assiste à ça, quoi. On le voit dans son quotidien. Parfois, ça m'est arrivé de vivre vraiment des journées exceptionnelles. Les journées où il y a beaucoup de plancton, l'eau est très chargée, ça attire une multitude d'animaux qui viennent se nourrir. Donc, dont les requins-baleines, bien sûr, mais aussi les raies manta, les raies mobula qui sont plus petites, des baleines, la baleine d'Omura. Enfin, et c'est fou, c'est un spectacle hallucinant. La raie manta, par rapport au requin-baleine, je trouve que c'est des observations beaucoup plus zen, parce qu'en fait, elle tourne un peu autour de nous, elle fait des loopings pour s'alimenter dans les nuages de plancton, ce qui fait que on n'a même plus besoin de bouger et elle donne vraiment le sentiment de voler, parce qu'elle a comme des ailes, en fait, et c'est très majestueux, très gracieux, et c'est beaucoup plus... On a beaucoup plus l'impression qu'elle nous perçoit par rapport au requin-baleine. On a l'impression qu'elle a une perception de nous et qu'elle nous voit et qu'elle nous évite. Elle continue à s'alimenter autour de nous. On la dérange pas, mais elle a conscience de nous. Si j'ai choisi de devenir guide, c'est donc pour emmener les gens s'émerveiller de ce qui a pu me toucher au début de mon parcours de biologiste. Parce que j'avais réalisé que c'était une chance pour moi de voir des animaux comme ça dans leur milieu naturel. Donc j'ai envie que les gens vivent ça, mais pas seulement. Si je me donne ce mal-là, si je me suis reconvertie, c'est pour les convaincre de l'utilité ensuite d'être acteurs, d'être mobilisés dans leur protection. À tous les niveaux, en fait, de comprendre qu'on a tous un rôle à jouer, qu'il faut être attentif aux signaux d'alerte. Et ma réflexion m'a amenée au fait que il fallait que les gens soient émerveillés, puissent vivre ce que j'avais vécu, la rencontre avec la faune sauvage. Et là, j'ai pris des exemples de faune tropicale, lointaine, mais c'est la même chose. Enfin, j'ai parlé aussi du grand tétras et il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voir des animaux sauvages. En fait, il suffit de prendre un peu de temps et d'être discret. Et donc chacun est concerné et chacun a un rôle à jouer. C'est hyper important et j'espère que ma démarche aide pour que tous ces messages-là soient mieux accueillis. La nature est belle, elle est apaisante, on en a besoin. Et une fois qu'on a ressenti ça, on ne peut que être attentif à sa protection pour que ça dure le plus longtemps possible. Émilie, en quittant ses Alpes natales, s'est immergée dans l'océan pour observer ces créatures imposantes de silence et de beauté. Elle consacre ses études éthologiques pour connaître pour sensibiliser, sensibiliser pour protéger. Elle sait que la science a besoin de poésie et d'engagement pour mieux convaincre. Merci sincèrement à Émilie Dumont-Daillot pour son récit et ses enregistrements sonores à Madagascar. Cet épisode est réalisé par Laurent Sistac avec la voix de Christelle Bidot-Breuer
et la Music Audio Network.